Et je crois que dire que c'est un texte ingrat n'est pas une critique du texte, c'est une façon de faire un constat et de voir qu'il y avait vraiment deux parties dans la préface à l'édition de poche des écrits. Une partie où il reprenait la référence à la lettre volée et au jeu des protagonistes, des personnages, comme effet du signifiant et de la marque de la lettre, et que ça touchait à la question de la féminité. Et la deuxième partie parle d'autre chose, ne fait plus référence à l'affaire du comte d'Edgar Poe, et donc il faut se demander de quoi parle-t-il précisément, essayer de tirer un fil, de trouver un élément qui puisse avoir son poids, sa force, et vous verrez, c'est ce que j'avais noté à la fin de la page 3 et au début de la page 4, à savoir opposer la lettre, LE de TRE, à la trace telle que, par exemple, Jacques Derrida a pu la construire et l'élaborer, ce qui m'a fait prendre cette piste que j'avais pas tout à fait prévue au départ. C'est la référence en haut de la page 4 à la grammatologie, qui est un terme, le titre d'un livre de Derrida. Voilà un petit peu pourquoi je dis que c'était un texte ingrat, et il fallait trouver chaque fois un point. Mais j'insiste beaucoup, au fond, quand j'avais prévu de parler de ces préfaces, je voyais pour certains textes l'aspect ingrat du texte, sachant pas très bien ce qu'on pouvait en tirer, qui a un intérêt pour la clinique d'aujourd'hui. Et donc, ça oblige à une attention renouvelée. Alors, par exemple, l'année dernière, quand je lisais la troisième, Lacan lui-même disait que les quelques pages qu'il lisait faisaient partie d'une liasse qui en comportait 60. On avait des fulgurances presque à chaque page, donc chaque paragraphe, et là, c'est pas le cas. Mais on doit pouvoir arriver à lire ces textes. Et je me dis de plus en plus qu'au fond, j'essaye, comme je peux, d'établir avec vous, devant vous, grâce à vous, à votre écoute, qui est importante, qui est précieuse, d'essayer de construire ma petite méthode de lecture. Méthode me paraît un mot trop prétentieux, évidemment. Ça fait référence aux méthodes épistémologiques, aux méthodes d'exposition, etc. Donc c'est un terme qui est trop ambitieux, mais une petite méthode qui permet de savoir comment on s'y est pris. Par exemple, le petit livre qui s'appelle Neurologie versus psychanalyse, j'ai essayé là aussi d'avoir une petite méthode, c'est-à-dire une boussole qui permet de s'orienter et de voir que produit une petite méthode. Et donc, je me suis dit qu'on pourrait voir quelle petite méthode on pouvait, à ma mesure, à ma main en quelque sorte, on pouvait articuler, on pouvait construire pour lire ces préfaces, et notamment celle-ci, qui est peut-être la plus ingrate, notamment dans sa deuxième partie, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc on attend encore un tout petit peu, 2 minutes, et puis on y va, si vous voulez bien. Alors oui, je l'introduis un peu avant de commencer le séminaire dans les 2 minutes qui viennent. Je voulais indiquer, Derrida, à un moment donné, dans son livre L'écriture et la différence, commente un texte de Freud. Il s'appelle Référence au bloc logique.
Et c'est à partir de là que je me suis proposé de voir la différence qu'il pouvait y avoir entre justement la lettre, le concept de lettre, et celui de trace, de marque, etc. Bien sûr, trace, marque, etc. sont des termes que l'on trouve chez Lacan, mais c'est pas sûr que la trace, la marque, la griffe, l'inscription soient des textes qui, chez Lacan, aient un statut conceptuel défini. Que le terme vraiment qui a un statut conceptuel défini, c'est la lettre, notamment avec le texte de 57, l'instance de la lettre, et que les autres termes ont plutôt un statut conceptuel chez Derrida que chez Lacan lui-même. Donc, vous voyez, la petite méthode, c'est de voir un peu le statut que peuvent avoir les termes que l'on trouve. Ont-ils ou n'ont-ils pas un statut conceptuel? Le terme de concept, au fond, étant un bon outil, puisque Lacan, en 64, quand il change de public, il parle des 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, etc. Donc, de se dire quel est le statut du terme que l'on repère. Concept, pas concept. Et je pense qu'on peut dire que la lettre est un concept chez Lacan, trace, marque, pas forcément préunaire, oui. Préunaire, oui, il y a une spécificité. Bon, voilà un petit peu la méthode. Donc, il est 20h40. Je finis vers aujourd'hui 22h15. Donc voilà, la petite méthode, c'est je vous explique un peu la cuisine, c'est-à-dire la façon dont j'ai voulu m'y prendre pour pouvoir avancer. C'était de savoir, en lisant les pages 3 et 4, dans la pagination que je vous ai adressée, c'est-à-dire un texte lisible, de savoir quel statut on allait accorder à ce qui était présenté par Lacan, et de repérer les concepts à l'œuvre, même s'ils n'y étaient pas forcément articulés. Il me semble que dans cette partie 3 et 4, où il ne parle plus de la lettre volée et des protagonistes, le terme important, à nouveau, c'est la lettre. Alors, à propos du conte de Poe, évidemment, c'est la lettre dans sa matérialité fictionnelle, dans le récit d'être une missive, une lettre envoyée par coursier. Et là, nous n'avons plus le support de la fiction, de la dramatisation théâtrale, et il faut donc arriver à découvrir où le concept de lettre est logé et voir si c'est ainsi. Alors, il y a une petite remarque que l'on trouve déjà à la fin de la page 2, c'est lorsque Lacan parle de son style, la façon d'écrire, qui lui a été si souvent reproché, peut-être moins aujourd'hui, mais qui était intolérable à un bon nombre de ses contemporains du milieu analytique. On lui reprochait son hermétisme, son obscurité et son incompréhensibilité. On ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Que ce soit un texte difficile, parfois obscur, jamais confus, mais parfois obscur ou incompréhensible, ce n'est pas une découverte. Jacques-Alain Miller qui le lit, qui établit le texte, par exemple, des séminaires, qui le publie, etc., a pu dire que il avait choisi, lui, la transparence et la lumière, là où Lacan avait choisi un style difficile et obscur. Si vous prenez
dans la main le séminaire qui vient de sortir, La logique du fantasme, que nous lisions depuis 40 ans dans les versions qu'on trouvait, que nous trouvions déjà difficiles, vous apercevez même que dans l'édition nette, précise de Jacques-Alain Miller, la lecture de ce séminaire est difficile et va s'avérer difficile. Donc il va falloir, à vous comme à quiconque, des heures de lecture, de papier, de crayon, pour essayer de repérer ce dont il s'agit, d'autant plus que Miller nous a prévenu qu'il n'y avait pas un chapitre consacré à la logique du fantasme, alors même que c'était le titre du livre, et donc il fallait faire un effort pour saisir la logique, saisir de notre côté le fantasme et voir, à partir de cette lecture, si on peut construire, si on peut produire, nous lecteurs, cette logique du fantasme. Et c'est un séminaire qui va sûrement prendre du temps pour être lu, et il y a des passages ardus, voire des passages compliqués à pouvoir décrypter, à être décryptés. Donc, ce style-là, ce n'est pas une nouveauté que de le dire, et Lacan lui-même revient sur ce qu'on lui adresse, l'incompréhensibilité de son style. Il ne dit pas, lui, qu'il est incompréhensible, il dit qu'on le lui adresse comme critique, on la lui adresse comme critique. Et il écrit, ça se trouve au début de la page 3, que ce qu'il écrivait alors, y compris du temps de sa thèse, n'était nullement, et il emploie un terme qui n'est pas habituel, qui était nullement abstru, il dit. A-B-S-T-R-U-S. Alors bien sûr, c'est une façon de jouer avec le style, puisque pour insister sur le fait que son style n'est pas incompréhensible, il emploie, pour l'expliquer, un mot qui est lui-même difficile et qui peut être incompréhensible, abstru. Donc je vous lis. On voit que j'étais, il parle de ce qu'il a écrit jusqu'alors ou dans sa jeunesse, on voit que je l'étais de principe, car je n'avais eu l'occasion de la démontrer qu'aux plus banaux de ses entours, et ce que je n'avais écrit alors n'était nullement abstru. Avec la phrase déjà est construite de façon compliquée et alambiquée, et que pour arriver, le concept développé par cette phrase n'est pas important, c'est je ne suis pas abstru, c'est tout. Bon. Donc c'est pas compliqué à entendre, mais néanmoins, si on voulait faire une analyse du style, simplement pour s'orienter, il faudrait chaque fois se demander les L apostrophes, à quoi ils correspondent et ce qu'ils viennent représenter dans la phrase. Ensuite, il fait référence, ça s'écrit Pollan, mais paraît-il on dit Pollian, qui était un écrivain de référence de l'ANRF, et il dit j'ai dû faire avec, il joue sur les mots, les polaneries, c'est-à-dire de Pollan, de Pollian, et il rappelle que, par exemple, son texte sur Kant avec Sartre n'était pas forcément ce que les oreilles de Pollian pouvaient entendre. Donc c'est une façon qu'il a de dialoguer avec ce qui fut son époque, avec ce que furent ses écrivains, liés plus ou moins directement au surréalisme, à ces écrivains qui admiraient Mallarmé
et qui ont pu, pour certains, complexifier le style. Et Lacan lui-même, ce qu'on appelait son baroquisme, n'a pas hésité à en jouer. Vous vous rappelez, la dernière fois, je m'étais permis de vous faire une confidence, c'est-à-dire d'insister sur ma jeunesse, 69, 70, et où j'avais lu, je crois que c'est la première fois que j'avais lu un texte de Lacan, c'était la préface à l'édition de poche. Je n'avais pas lu les écrits qui sont parus en 66, j'étais trop petit, mais quand j'avais lu ce texte pour la première fois, le texte écrit, bien évidemment, au niveau de la compréhension, je ne saisissais pas parce que je m'affrontais à l'incompréhensibilité du style de Lacan, incompréhensibilité même relative dans cette préface, mais la trouvaille de cette lecture a eu un effet de bouleversement de ma vie, et je vous avais parlé de cette première petite amie, comme l'on dit, où nous passions notre temps à parler, et que même la rencontre des corps se plaçait sous le signe des livres qui jonchaient la pièce et le lit, et que elle-même avait repéré l'effet qu'avait pu me faire cette lecture, puisque je lisais comme je pouvais certaines phrases à haute voix. Donc pour moi, reprendre 50 ans après, 53 ans après ce texte, je ne peux pas oublier en le faisant de retourner à ce moment où cette incompréhensibilité du style m'a bouleversé à un point tel que ça a changé ma vie, mon orientation, etc. Et ce que je vous livre n'est pas une confidence privée qui n'a pas sa place ici ce soir, il y a d'autres occasions, mais pour faire entendre l'effet que peut produire un style, que des mots peuvent produire, et de savoir qu'est-ce qu'on en fait. On veut en entendre quelque chose, on jette le livre et on passe à autre chose, etc. De même, à la page 3 toujours, et aussi à la page 4, il est question d'un professeur, un professeur fort pertinemment écrit. Je fais l'hypothèse, mais des personnes plus habituées que moi à faire des recherches à la Sherlock Holmes sur de qui parle Lacan à certaines occasions, peut-être trouveront mieux que ce que je vais vous dire. Étant donné la référence aux dates, c'est probablement celui qui était le professeur à ce moment-là dans la psychanalyse, à savoir Daniel Lagache. L'autre professeur, c'était Jean Delay de l'Académie française, celui qui avait écrit ces deux magnifiques livres. J'ai dans la bibliothèque chez Gallimard sur la jeunesse d'André Gide, et qui lui enseignait la psychiatrie, c'était la chaire de l'encéphale et des maladies mentales, et quand je suis intervenir dans cette fameuse société, qui porte toujours ce nom, je pensais justement à professeur Delay. Mais là, c'est probablement le professeur Lagache, et pour la circonstance, pour en quelque sorte opposer les deux styles, je suis allé partiellement relire un texte que Lacan commente et critique dans un écrit, le fameux rapport sur Daniel Lagache, à savoir psychanalyse et structure de la personnalité. Et quand vous le lisez, le style est tellement plat, tellement, pour moi, ennuyeux,
que l'effet de transfert se réduit à zéro. Donc le style a son poids dans le transfert et je ne peux pas m'empêcher de vous lire ce qu'il écrit en haut de la page 3. D'âneries, soyons exacts, des polaneries que je ne puis que y âner pour les oreilles qui m'entendent. Il n'y a pas à décrypter la phrase parce qu'elle ne porte pas un concept particulier qu'il faudrait isoler, mais néanmoins, vous entendez en quelque sorte le style par rapport et adressé à ceux pour qui la question du style avait son importance, à savoir ce cher Paulian. Donc, voilà où on en est, voilà comment Lacan, dans cette préface, après avoir parlé, comme il avait fait dans les écrits en 66 de la lettre volée, en vient à la question de son style et à ses moqueries, ce style déjà présent au tout début de ses écrits de 66, où il va insister sur Buffon et le style et l'homme même. Donc, et que le style, c'est pas un ajout, quelque chose de secondaire par rapport à ce dont il parle. On va me dire que le style, c'est la chose même dont il parle. C'est la chose même avec laquelle il parle. Et qu'on peut même le voir à l'œuvre lorsqu'il n'y a pas vraiment de concept engagé. Donc, il n'est pas abstru, ce qui veut dire, si on le prend au sérieux, qu'il faut prendre le temps pour le lire. Et donc passer du temps, phrase après phrase, parfois mot après mot, ce que vous faites, bien entendu, ce que beaucoup font, et de ne pas la raser pour le réduire à voilà ce que ça veut dire. C'est souvent comme ça qu'il faut faire, par exemple, dans les sections cliniques, parce que c'est un enseignement avec une visée de formation, entre guillemets, expliquer à des jeunes cliniciens qu'il y a des repères, des outils permettant de s'orienter dans leur pratique clinique. Généralement des psychiatres, des psychologues. Donc là, souvent, il faut en quelque sorte transmettre moins le style, sans l'oublier pour autant, donc moins transmettre le style que le concept opératoire, l'outil qui va permettre d'avoir une intervention ou une action clinique. Là, le séminaire n'a pas cette visée, donc on peut accorder un temps au style et à la lecture. Mais dans les sections cliniques, notre boulot, au fond, c'est de simplifier le texte pour arriver au concept et transmettre rigoureusement, si on y arrive, les outils mêmes qui vont servir à ces cliniciens. On fait ça aussi dans les CPCT, etc. Ça a son rôle, ça a sa fonction, c'est tout à fait utile. Mais on ne peut pas réduire la psychanalyse à cette seule modalité de transmission. Une sorte là de psychanalyse appliquée au sens noble du terme, au sens fort du terme, alors que dans ce que j'essaye de faire bien modestement, ce n'est pas de la psychanalyse appliquée dont il est question. Elle n'est pas appliquée à la thérapeutique, elle n'est pas appliquée pour autant à la littérature, mais c'est de voir comment Lacan écrit et d'en tirer quelques conséquences, bien évidemment, pour la clinique analytique. Et le point sur lequel il insiste, puisque l'édition de Roche est, peut le supposer, destinée à un public plus large que les éditions qui ne sont pas de poche, donc des éditions peu chères, destinées
généralement aux étudiants et au grand public, surtout aux étudiants, peut donc se supposer qu'il s'agit d'une adresse à eux destinée. Et ce qu'il leur dit, c'est que la tâche qu'ils se donnent, la tâche de ces fragments d'écrits qu'on trouve dans ces 2 tomes, c'est de ranger, comme il dit, ceux qui traînent, mettre de l'ordre. Ça me paraît intéressant parce qu'on pourrait se dire que ranger ceux qui traînent, c'est une autre façon de faire référence à ce que j'appelais tout à l'heure une petite méthode. Une petite méthode. Pour ranger ceux qui traînent, il faut avoir une petite méthode. Donc la petite méthode qu'il propose pour lire ses écrits, en poche, donc nouveau public, etc., il nous dit qu'elle porte sur ceci, qui peut surprendre, c'est que l'inconscient, dit-il, s'est rencontré d'abord dans le discours. C'est toujours là qu'on le trouve dans la psychanalyse. Alors, adresser cette phrase à vous, naturellement, ça peut apparaître presque inutile. Vous le savez, vous avez commenté ce type de phrase. Vous êtes intervenu pour déplier une telle assertion. Mais si on se dit, que va nous dire dans cette préface Lacan de plus précieux pour pouvoir lire en poche ses écrits? Donc il y a des textes qui n'y sont pas, comme Kant avec Sade. Maintenant ça n'existe plus. Les poches sont les versions intégrales. Mais avant ce n'était pas le cas, en 70. Donc qu'est-ce qu'il dit comme orientation, comme boussole, qui fait que ce qu'il écrit pourra au moins dans un premier temps, pour ses premiers lecteurs, les étudiants, être lu avec cette orientation, une seule. C'est que l'inconscient s'est rencontré dans le discours. Et ensuite, la phrase ne se trouve pas dans le passage que je suis chargé de commenter ce soir, mais les textes qui vont être lus actualisent un point qui complète cette phrase, à savoir, je répète, l'inconscient s'est rencontré d'abord dans le discours, c'est-à-dire la découverte de Freud, et deuxièmement, la lecture de Freud, y compris les formations de l'inconscient, c'est-à-dire la psychopathologie de la vie quotidienne, 1905, et précédemment le rêve 1900, et le mot d'esprit dans ses relations à l'inconscient, le vice 1905, eh bien ça démontre paradoxalement qu'il n'y a pas d'univers de discours. Or, toute la linguistique, tout le structuralisme des années 70 affirmait au contraire qu'il y a un univers du discours. Et c'est même ce que les oppositions phonématiques chez Saussure indiquent. Vous avez un univers de discours qui ne consiste pas, mais qui est fait d'un réseau d'opposition, terme à terme. Et il y a un très joli petit livre que Lacan cite, si ma mémoire est bonne, qui est là, sur la structure d'un certain Marc Barbu, et où il explique ça très précisément en termes mathématiques, que chaque terme ne prend en valeur que dans son caractère d'opposition, son caractère différentiel à un autre terme, et c'est la découverte saussurienne aussi. Un signifiant ne signifie rien en tant que tel, il ne se saisit que dans son caractère différentiel. Donc c'est l'affirmation d'un univers de discours, d'un univers de relations oppositionnelles, et dont on pourrait dire, si on comprenait de travers la phrase de Lacan, l'inconscient s'est rencontré d'abord dans le discours,
Sous-entendu, il y a donc un univers de discours. Ça, c'est le structuralisme. Schématisé. Pas du tout. Il faut affirmer les deux phrases. L'inconscient s'est rencontré d'abord dans le discours. C'est là, c'est toujours là qu'on le trouve dans la psychanalyse. Non seulement ça a été la découverte de Freud, mais parler de la psychanalyse, c'est toujours avoir affaire à ceci que l'inconscient se rencontre dans le discours, et en même temps l'affirmation, il n'y a pas d'univers de discours, c'est-à-dire que cet univers est troué. Ce que, notez-le au passage, il écrira à la fin de son enseignement, on en a déjà la formule des 60, grand tabaret. Grand tabaret, c'est une façon de dire qu'il y a du discours, mais qu'il n'y a pas d'univers de discours, puisque s'il y avait un univers de discours, il faudrait écrire univers de discours égale grand A. Et à partir du moment où vous le barrez, vous faites voler un éclat l'univers de discours, c'est-à-dire la totalité de penser le discours comme une totalité, dont on ne pourrait parler qu'en construisant un métalangage. C'est ce que font les sciences issues du structuralisme ou qui sont orientées par le structuralisme, et que c'est ainsi qu'est l'inconscient. Non. L'inconscient est tout à la fois ce qui se rencontre, souvent ça tombe dessus. On ne le choisit pas dans le discours, et en même temps, il n'y a pas d'univers de discours, puisque il y a un signifiant, il n'y est pas. L'autre est trouvé. Il pourra l'appeler phallus, il pourra l'appeler autre barré, il pourra nommer ce trou, ce menthe, les termes ne sont pas synonymes évidemment, et selon son enseignement, on pourra parler de la féminité, etc. Peu importe, l'univers de discours est aboli. Non pas le discours, l'univers discours. Par exemple, le féminin, la féminité, objecte à l'univers de discours, puisque vous ne pouvez pas intégrer dans le discours la femme, et c'est pour ça que dans le séminaire encore, Lacan ne cesse de dire cela que, entre autres, séminaire encore, cela que vous ne pouvez pas écrire, et il écrit la barré femme. Donc ça, c'est disons l'écriture qui viendra signifier il n'y a de psychanalyse que là où l'inconscient se découvre dans le discours, et tout à la fois il n'y a pas d'univers de discours. Nous serions probablement heureux, vous et moi, s'il existait un univers de discours, puisque nous y trouverions la garantie de notre être. Là, il n'y a pas de garantie d'être, puisqu'il n'y a pas justement cet univers discours, au sens aussi du universel. Donc, je reviens à la phrase que vous trouvez dans le texte. J'ai voulu en ajouter une note pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est que lorsque Lacan parle de discours, c'est ce qu'il apporte à ses lecteurs, il dit bien sûr, ce discours, vous l'obtenez, vous le saisissez grâce aux structures qui lui sont propres. Et vous voyez pourquoi j'ai fait d'emblée cette halte avec il n'y a pas d'univers discours. Il y a l'inconscient dans le discours, par là qu'il s'aborde, qu'il se découvre, et il n'y a pas d'univers de discours pour ne pas produire une simple définition structurale de l'inconscient et du discours. Ce que le terme des structures qui lui sont propres. Il sera un petit peu compliqué, il faudrait le vérifier, à le démontrer, et donc le vérifier.
mais les structures au sens du structuralisme constituent un univers et il n'y a jamais à l'intérieur de ces structures un point qui fait trou dans la structure. C'est seulement la psychanalyse qui, en quelque sorte, l'affirme, le démontre et le prouve cliniquement. Ça me paraît très important pour à la fois bien repérer le Lacan qui fait appel au structuralisme, je ne sais pas si on peut le dire, même certaines formulations, un Lacan structuraliste, je pense que c'est une facilité de langage. Enfin, Lacan faisant appel aux acquis du structuralisme, aux acquis épistémiques du structuralisme, sans se réduire aux structures qui, par définition, excluent le point même qui y objecte. Alors que la psychanalyse va justement se saisir de ce qui objecte à la structure pour produire le discours plus ce qui objecte à la structure. Ça demande un petit exercice. Si par exemple vous avez 19 ans, vous avez 20 ans, c'est le bac plus jeune qu'aujourd'hui, je crois, c'est mon époque, et à 20 ans, en 3e année d'université, eh bien, quand vous lisiez cela à cet âge-là, je ne sais pas si on pouvait le repérer, je pense que je ne l'avais absolument pas repéré à l'époque, si ce n'est que le goût du style, c'était l'idée qu'il y avait quelque chose qui objectait à la structure dans laquelle on baignait, mais que néanmoins, ce qu'il essaye de transmettre à ses lecteurs, à ses jeunes lecteurs de l'édition de poche, c'est qu'il y a des structures de discours et il y a un point qui objecte à la structure de discours. Et que c'est la psychanalyse qui justement le dégage, ce qu'il a appelé son objet A, par exemple. Dont certains maintenant ne parlent plus pour y substituer la jouissance, qui serait en quelque sorte le concept dernier cri, bien sûr, la jouissance, et ça n'enlève rien à toute la logicisation que Lacan a pu produire, a pu orchestrer avec le petit A dont il dit que c'est un objet qui n'a de consistance que logique et qui n'a pas d'ontologie. Ensuite, il donnera un versant corporel, mais il faut la fin de l'enseignement. Le petit A aussi n'est plus seulement une constance logique, une constante logique, mais aussi il prend une dimension où il se corporéise. Donc on pourrait dire là où on en est que c'est ça qui, me semble-t-il, je vous le propose, peut-être que on peut trouver mieux, mais enfin, ce qu'il propose, disons, au nouveau public des étudiants. Et il précisait bien, je reprends la phrase de Lacan, s'arrêter aux structures qui lui sont propres, le discours, eh bien, c'est que l'effet qui se déduit de ces affirmations, nous dit-il, ne semble pas aller de soi. Alors qu'il faut bien voir que ce structuralisme dans lequel nous baignons, qui est extraordinaire, ça faisait rupture par rapport à tout ce qui pouvait s'énoncer avant. Vous lisiez Racine autrement que la façon dont on l'enseignait. Moi, je ne l'ai pas appris Racine à l'université, mais enfin, je savais que ça s'écrivait de façon différente. On pouvait prendre des textes avec la sémiotique et de repérer des systèmes d'opposition, des discours, des structures de discours, etc., qui permettaient de lire la littérature comme on ne l'avait jamais lu. Enfin, lire, pas du point de vue de goûter la lecture, j'allais dire la lecture de plaisir.
le très beau texte de Bas s'appelle Le plaisir du texte, mais qui était d'en tirer des conséquences pour en produire un savoir et une analyse. Pareil pour la linguistique, on sortait de la grammaire comparée, on sortait de la grammaire tout court, on sortait même d'une sorte de stylistique française très pointue et qui était un peu vaine parce qu'il y avait une sorte de psychologie sous-jacente un peu mièvre, et que le structuralisme, en quelque sorte, dans ces années-là, par rapport à des champs entiers du savoir, j'ai cité la linguistique, j'ai cité la sémiotique, avec pour les études littéraires, on pourrait citer bien sûr l'anthropologie, notamment avec la figure de Claude Lévi-Strauss qui n'est pas sans lien avec Lacan, et il y a aussi des liens bien sûr avec la linguistique, Jacobson et quelques autres. C'était un bol d'air extraordinaire. Aujourd'hui, quand on entend des étudiants, c'est très rare qu'ils vous fassent part d'un bonheur extraordinaire qu'ils rencontrent dans le savoir qu'ils apprennent, parce que c'est un savoir nouveau, qui avait des prémices bien sûr anciennes, mais pour la linguistique, le cercle de Prague, etc., pour la logique, Frege et quelques autres, mais enfin néanmoins ça devenait ce qu'on enseignait dans l'université, et ça donnait un bonheur inouï, un bonheur de combat, pas un bonheur pour dormir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, parfois je vois des étudiants qui m'expliquent qu'ils apprennent les textes de psychanalyse pour réussir des licences, des maîtrises, des masters, etc. Je suis assez effaré, je les ai pas beaucoup. Je leur demande de me parler d'autre chose parce que c'est un savoir qui pour eux ne bouleverse pas. Ils apprennent ça sans se rendre compte que ça détruit toute la psychologie antérieure, mais ils l'apprennent comme de la psychologie. Donc il faut bien voir ce que c'était avoir 20 ans en 1970 et dire que les bouleversements épistémiques qu'était en train de produire le structuralisme, qui faisait pour nous ouverture de façon extraordinaire, eh bien, la psychanalyse n'en était pas absente, et il n'y avait que Lacan qui a su jouer cette carte-là, et qu'en même temps, c'était un outil pour introduire en quelque sorte le verbe dans le structuralisme lui-même, c'est-à-dire ce que le structuralisme ne pouvait réduire justement à un discours, donc à un univers de discours. On lisait le Roland Barthes du système de la mode, qui avait été son projet de thèse, jamais soutenu, et on lisait la mode avec des repères de la sémiotique, et pas de la sémantique, justement, c'est-à-dire la science du sens, mais la sémiotique, le système des oppositions avec les sémantèmes, et la mode, celle des podiums, la mode des femmes dans la rue, la mode des grands couturiers, il était possible d'en produire avec les outils de la sémiotique structuraliste, il était possible d'en produire une décomposition absolument extraordinaire. De même, il y a un très beau texte de Barthes que j'aime beaucoup, que j'avais vu dans la revue Communication d'Edgar Morin, qui s'appelait Barane est une crème. Barane, c'était une crème. Les jeunes peut-être ne connaissent pas, ça n'existe plus. C'était une crème pour cirer les chaussures. De même, quand Barthes avait commenté un texte de Balzac, Sarrasine, et le nom d'un peintre, une très courte nouvelle, où il avait appelé son travail S, une slash, bar, SZ. Et pour nous, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Eh bien, c'est dans cet extraordinaire-là que les étudiants qui ont acheté Lacan en 70
C'est cet extraordinaire-là qui était leur bain de pensée, et ils y croyaient, ils voulaient se battre. Alors, je sais pas si on se bat à l'université, je parle pas faire des grèves, etc., ça c'est quelque chose. On va se battre syndicalement, ça c'est une autre aventure. Je sais pas s'ils se battent encore intellectuellement dès les premières années. En tout cas, là, on se battait et on lisait cette préface. Et c'est ce qui, me semble-t-il, explique le contexte dont je vous parle, c'est ce qui, me semble-t-il, explique une référence qu'on trouve dans le texte. Alors le terme est en grec, mais je crois que dans la version que je vous ai envoyée, il y a les lettres latines. Ça se lit lecton, L-E-K-T-O-N, et là, vraiment la préface touchait directement la masse étudiante, beaucoup moins importante qu'aujourd'hui, mais cette masse des années 70 à l'université, qui se présentait dans le champ des sciences humaines, tout au moins, de la littérature, comme des lecteurs. Lecton, lecture. C'est-à-dire que le structuralisme donnait des outils de lecture. Vous lisez Claude Lévi-Strauss, ce sont des outils pour lire les mythes, par exemple, pour lire les règles de parenté. Je me rappelle avoir eu dans les mains les structures élémentaires de la parenté, élémentaires au sens des mathématiques élémentaires, mathélème, etc. Et les éléments même qui constituent que les règles de la parenté élémentaires sont compliquées, sont très prescriptives, alors que dans les sociétés où il n'y a pas ces règles, démontre que c'est beaucoup plus facile. Même si d'autres déterminismes sociaux viennent se constituer, donc on lisait les structures élémentaires de la parenté, c'est très lourd, une fois qu'on a compris, sauf si on est ethnologue, une fois qu'on a compris comment les mariages pouvaient s'organiser, vous aviez une grille de lecture, lecton, une grille de lecture pour penser ce qui apparaissait comme les bizarreries ethnographiques ou folkloriques. Donc là, Lacan tape directement sur ces lecteurs qui vont lire son texte, mais qui se définissent dans leur jeune âge. Ça me plaît d'imaginer que les éditions de poche de Lacan, fragmentaires des écrits, c'était pour les jeunes étudiants. Eh bien, c'est une lecture aussi adressée à des lecteurs. Toi qui es déjà lecteur, tu vas lire les écrits. Et pas, toi qui n'as jamais lu, tu vas lire les écrits. La préface ne dit pas ça. Et il nous dit, mais la lecture, le lecton, qu'il élève à la dimension d'une éthique stoïcienne, je n'ai pas le temps de développer cette référence, il doit être possible de le faire, il faudrait retourner donc chez les stoïciens, etc., voir la place du lecton, enfin, peu importe, mais il nous dit que il y a quelque chose qui fait référence au lecton et il introduit un autre terme, signifiant. Et il dit le rapport signifiant et le rapport au lecton. Et là, il nous donne une définition nouvelle de la lecture qui, c'est vrai, s'inclut parfaitement dans le structuralisme d'alors, tout en le subvertissant par le biais qu'il n'y a pas d'univers de discours. Et il dit, on préfère s'intéresser, sous-entendu dans la lecture, au signifié. On articule lecton et signifié.
le signifié dont il nous dit plus accessible et plus douillet à ceux qui s'y retrouvent. Donc lire, et c'est ce contre quoi il s'élève, ça serait lire le signifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Et que faire ce travail du qu'est-ce que ça veut dire, aussi bien quand on est un lecteur, mais notez-le au passage, quand on est un clinicien, ça veut dire que c'est une position à laquelle on accède assez facilement une fois qu'on a, si le texte est compliqué, une fois qu'on l'a déconstruit. Si vous prenez un poème de Mallarmé et que vous, en plus avec la présentation graphique spécifique qu'il utilise, vous essayez d'attraper le signifié, vous risquez d'être, comme on dit en français, marron, vous risquez de ne pas y parvenir, mais que néanmoins tenter d'atteindre le signifié dans des textes qui n'ont pas l'hermétisme de Mallarmé, là où le signifié en quelque sorte est accessible, et que c'est un lieu douillet pour vous y retrouver. Autrement dit, à lire le signifié, ce que nous dit Lacan, c'est vous y retrouvez, c'est facile à obtenir, et vous y dormez. C'est comme un lit douillet fait pour dormir. Et que ça s'oppose, on pourrait presque dire, aux formes les plus brillantes du structuralisme, et bien entendu, à la psychanalyse elle-même, plutôt sous le signe du réveil. Donc il y a lire et il y a lire. Peut-être s'il utilise ce mot grec, lecton. J'ai pas fait de recherche particulière parce que ça aurait été trop long. Si je faisais trop d'incises, je n'allais pas pouvoir arriver jusqu'au bout. C'est-à-dire la différence entre la lettre, vous vous rappelez, c'est ce que je veux aborder, et la trace, la marque, la griffe chez Derrida. Au fond, vous pouvez lire en vous orientant à partir du signifié, qu'est-ce que ça veut dire, et une autre lecture qui, en quelque sorte, ne va pas de soi, je reprends l'expression qu'il a utilisée, qui est le discours fait de ces signifiants en opposition, jusqu'à ce qu'on tombe sur le sans S-A-N-S, le sans nom, N-O-M, que Freud appelait l'ombilique du rêve, c'est structuralement le même point dont on parle, et que là, cette lecture, il ne se réduit pas à la sémantique, c'est autre chose. Et nous avions une opposition comme ça entre sémiotique et sémantique. Et aujourd'hui, notre référence, quand vous lisez une certaine philosophie analytique, j'en parle à la fin de mon petit livre, La neurologie versus psychanalyse, eh bien, il y a le court-circuit de la sémiotique saussurienne au profit de la sémantique, c'est-à-dire du sens rationnel. Un homme avec un parapluie dans la rue, ouvert, c'est parce qu'il pleut. Et nous arrivons ensuite à une exemplification de la lecture que propose Lacan, qui procède à la fois, je ne pense pas que le terme procéder soit le meilleur, qui à la fois dialogue avec le structuralisme, avec ses amis structuralistes, avec les travaux structuralistes. Il y avait par exemple un livre qui avait fait beaucoup de bruit, qui était paru aux éditions du Seuil, qui portait sur qu'est-ce que le structuralisme, et ensuite il y avait le structuralisme en ethnologie, le structuralisme en linguistique.
Et il y a même le structuralisme en psychanalyse. Si ma mémoire est bonne, le texte avait été écrit par un élève de Lacan, un élève proche, Mustapha Safwan. J'espère ne pas me tromper. Non, c'est ça. Et Lacan en arrive dans la dernière partie de sa préface à attaquer directement une certaine pensée, une certaine théorisation qui avait un poids, une présence dans ces années-là, dans le milieu structuraliste, mais pas que, et qui me semble être une référence à Jacques Derrida. Bien sûr, il parle du professeur, probablement Lagache. Les petites références le démontrent. Et la façon qu'il a d'actualiser cette nouvelle lecture, c'est en quelque sorte certains qui protesteraient contre les formulations de Lacan et lui feraient un reproche, et ça tournerait autour d'une affirmation, qui est une phrase de Freud. Le rêve, je cite en français, le rêve ne pense pas. Je crois que la phrase, la traduction française, c'est le rêve ne pense pas ni ne calcule, mais il y a des substitutions qui opèrent. Et contentons-nous du début de la phrase, le rêve ne pense pas. Je vous lis la phrase. Le rêve ne pense pas, écrit un professeur fort pertinent dans toutes les preuves qu'il en donne. Le rêve est plutôt, et là c'est du Lacan qui émerge, c'est-à-dire qu'il met en place ce dont on parle. Le rêve est plutôt, il me semble que ça s'adresse là, pas à Derrida, pas encore, ça s'adresse à Lagache. Il a écrit le fameux rapport, le fameux texte sur le rapport de Daniel Lagache. Le texte de Lacan est dans les écrits, texte très critique. Et il ajoute, le rêve ne pense pas, le rêve, et voilà du Lacan qui arrive, est plutôt comme une inscription chiffonnée. Mais quand ai-je dit quoi que ce soit qui objet? Autrement dit, Lacan est en train d'expliquer, sans donner trop les sous-titres, mais on peut les reconstruire grosso modo, les spécialistes ont dû reconstruire ça dans le détail, c'est-à-dire qu'on lui fait un reproche qu'il ne mérite pas. Que Lacan lui-même admet la phrase freudienne « le rêve ne pense pas » et que l'expression inscription chiffonnée à propos d'un rêve lui paraît une bonne formule. Et il ajoute, même si au chiffonné, il met entre guillemets, je n'ai, selon ma méthode de commentaire qui s'astreint à s'en tenir au document, je n'ai donc fait sorte qu'au niveau de la girafe que le petit Hans qualifie. Alors, c'est intéressant parce que vous avez, si je prends l'incise, une référence à la méthode. Lacan nous dit qu'il a une méthode, il dit ma méthode de commentaire. Donc quand nous essayons de dire que nous avons une petite méthode de commentaire, c'est que notre petite méthode consiste à découvrir, à repérer, à faire jouer la méthode de Lacan dans son propre commentaire. Donc voilà sur quoi porte notre petite méthode. Notre petite méthode porte sur la méthode du commentaire lacanien. On a une réponse au travail qu'on fait, et il nous donne même l'orientation, elle doit s'astreindre à s'en tenir au document, c'est-à-dire à ce qui fait preuve, à ce qui est écrit et pas à ce qu'on suppose ou qu'on aimerait supposer. Alors la girafe
Pétillant, vous savez que elle est faite dessinée sur un petit papier qui ensuite est chiffonné. Vous irez revoir le cas. C'est pas ce dont je vais parler. Ça serait passionnant. Enfin bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir le chiffonnage d'un dessin sur un papier. Et que là, ça nous sort, au fond, on va dire comme ça, des références gréco-romaines. C'est écrit, c'est inscrit dans le marbre. Fin de la page 3, il me semble que c'est à nouveau une référence à Daniel Lagache. Outre que cet auteur ne saurait même avancer les faits dont il argue qu'à tenir pour établi ce que j'articule du rêve, soit qu'il requiert un support textuel, où peut-il prendre que j'ai dit que le rêve pense? Il continue à se défendre intelligemment pour dire on dit que je dis que le rêve pense, ce qu'on appelait l'intellectualisme de Lacan, et il nous dit mais pas du tout, je n'ai jamais dit que le rêve pense. Donc ça c'est, me semble-t-il, le débat qui continue avec Lagache. Je pense pas à me tromper qu'il s'agisse de Lagache. Je n'ai pas relu pour l'occasion la petite incise qui se trouve fin de la page 3, début de la page 4. La petite incise est la suivante à l'intérieur de ce dialogue. Je me suis demandé si ça pouvait être ce dialogue, le professeur, un dialogue avec Laplanche, qui avait été son élève. Enfin, Lagache et Laplanche ne sont pas sans lien de travail, de coordination, puisque Laplanche a dirigé le dictionnaire, le vocabulaire de psychanalyse, fait par Laplanche et Pontalis, ils avaient des liens universitaires, etc. Peu importe. Sur une certaine psychanalyse. Je n'ai pas lu l'incise. Et c'est pourtant cette incise à laquelle je vais m'attarder. La voici, à propos du support textuel. Entendez le terme, support sexuel. Ce qui porte le texte. Et c'est pas sans rapport avec la première partie de ce dont il a parlé dans cette préface, à savoir la missive, la lettre dans le conte de Pau. La lettre était un support textuel, même si on ne savait pas ce que le duc de Hesse avait écrit à la reine. Voici l'incise. Ce support, à propos de ce support matériel, c'est ce qu'il appelle, dit-il, je vais vous lire la phrase, ce que j'appelle proprement l'instance de la lettre. Ça fait référence au texte de 57 de Lacan que j'ai commenté, je crois, il y a 2 ans, et dont là aussi, dans cette instance de la lettre, dont au début Lacan nous dit c'est un écrit, mais il a aussi été parlé, puisque c'était une conférence faite devant des étudiants de lettres grâce au biais d'une association étudiante, et où là, en quelque sorte, il était allé dans le jardin propre des littéraires en parlant de l'instance de la lettre. Il avait donné des outils aux très jeunes étudiants pour en quelque sorte subvertir ce qu'ils entendaient dans leur vieille Sorbonne. Que la conférence avait eu lieu dans cette université de la Sorbonne. Donc l'instance de la lettre était destinée à des étudiants, de même que la version dite, de même que cette préface, parce qu'il s'agit d'une édition de poche, est destinée principalement aux étudiants. Termine là l'incise, je vais vous faire raisonner ce que j'appelle proprement l'instance de la lettre, de façon qu'il a de désigner le support textuel,
Et il ajoute avant, A-V-A-N-T, avant toute grammatologie. La phrase, la voici, je l'incise, ce que j'appelle proprement l'instance de la lettre, avant toute grammatologie. Et là, le mot de grammatologie nous livre le nom de l'auteur dont il est question. On peut désigner, vous le savez, un auteur par son livre. Et le nom qui n'est pas dit, c'est l'auteur de la grammatologie, qui était paru, à savoir Jacques Derrida, qui a eu une importance considérable, y compris aux États-Unis. Et qui enseignait, il avait dû être agrégé répétiteur peut-être à l'école normale supérieure de la rue Bulle. Je sais que Jacques-Alain Miller, il le dit à une occasion, l'avait eu pour enseignant. C'est ça qu'il ne l'a jamais critiqué, même au moment où Lacan tapait dessus, notamment au moment de l'instance de la lettre, où deux universitaires strasbourgeois lisaient Lacan avec une attention particulière, notamment cette instance de la lettre, le titre de la lettre, et où Lacan voyait de la haine. C'était des Derridiens de combat. Les deux auteurs, c'est Nancy, qui est mort récemment, et Lacoue-Labarthe, qui est mort quelques années auparavant. Donc la question de l'instance de la lettre et la question de la grammatologie sont entre autres dans ce texte articulé. Et il faut se demander pourquoi pour Lacan, c'est ce que je vous ai écrit, la lettre, l'instance de la lettre, précède toute grammatologie, c'est-à-dire tout ce qui dans la grammaire relève de la trace, de l'inscription et de la marque. Pour saisir l'instance de la lettre, il faut se rappeler ce que Lacan donne comme définition de la lettre au début de l'instance, à savoir la localisation du signifiant. Avant, on pensait le signifiant comme non localisé, justement, puisqu'il était pure différence, pure opposition. Et là, dans l'instance de la lettre, en 57, vous savez que tout l'article est construit, structuré, ordonné, à partir de cette localisation du signifiant. Et ensuite, la question sera reprise dans Littérateur, quelques années après cette préface, 72, 71 peut-être, et où la lettre est toujours seconde par rapport au signifiant. Donc l'instance de la lettre précède la grammatologie, c'est-à-dire la marque, la trace, etc. Et la lettre n'est jamais première, il n'y a pas de primarité de la lettre. Littérateur, vous savez, il y a la version écrite, qui a été publiée dans la revue numéro 1 de la revue Littérature, et puis vous avez la version orale, que l'on trouve, si ma mémoire est bonne, dans un discours qui ne serait pas du semblant, là où il y a un lettré chinois dans la page de couverture. Donc la lettre n'est jamais première. Et là, ce qu'on entend dans la phrase, c'est que la lettre précède la grammatologie, c'est-à-dire la marque, l'inscription, et cette lettre elle-même procède du signifiant. Une opération particulière, mais elle en procède. Alors, pour interroger ce point, il fallait une introduction un peu conséquente pour que vous entendiez de quoi il s'agit. J'ai pris une référence chez Derrida, extrait du chapitre qui s'appelle « La scène
de l'écriture, dans l'écriture et la différence, et c'est le dernière partie de la texte qui s'appelle, il était souvent commenté, le morceau de cire de Freud et les trois analogies de l'écriture. Donc, je vous propose très schématiquement de voir ce qu'il peut en être de l'écriture chez Derrida, mais de façon très sommaire, et de voir comment Lacan n'y adhère pas. Comment Lacan attaque cette formulation. Alors, il se trouve que cette dernière partie de l'article « La scène de l'écriture » ayant ce titre « Le morceau de cire de Freud » est un commentaire d'un texte de Freud qui n'est pas particulièrement lu ou commenté, sauf pour parler de ces questions, la Derrida et Lacan, à savoir note sur le bloc-notes magique qui date de 1925. Alors très schématiquement, ceux de ma génération savent ce qu'est un bloc magique, parce que nos parents ont pu nous offrir des ardoises magiques. Des blocs magiques, c'est la même chose, et nous pouvions être, ces années 60, absolument fascinés par ça s'écrit, et puis ça s'efface. Ça existait depuis belle lurette. Aujourd'hui, évidemment, au temps des ordinateurs, c'est un objet, un jouet complètement obsolète. Et je me rappelle très bien, on m'avait offert une ardoise magique. Et que naturellement, ce qui fascinait, c'est magique. C'est magique. On écrit, ça s'efface. C'était ça le magique. Sans gomme, sans crayon, sans passer une éponge comme sur un tableau noir, etc. Et donc je vous laisse aller voir le texte, c'est très court de Freud, qui est un peu compliqué, notamment lorsqu'il décrit le bloc magique pour répondre à une question qui n'a rien à voir avec ce petit outil physico-chimique et mécanisme physico-chimique, mais qui renvoie à la façon de pouvoir décrire l'appareil psychique et notamment le système perception-conscience dans son rapport à l'inconscient. Donc Freud est obnubilé par ça. Depuis son projet, son esquisse de psychologie scientifique en 1895, il est obsédé par cette question, et à savoir la difficulté de faire coexister conscience et trace. Ce sont des inscriptions mnésiques. Mémoire et conscience. Et ce petit dispositif dont parle Freud, le commentaire que Freud en fait, plaidoyer pro domo. Une illustration matérielle pour expliquer comment il conçoit l'affaire, ça a vraiment intéressé au plus haut point Derrida qui écrit à la fin de son article une phrase que je trouve très juste, très belle. Derrida écrit bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on le lit, c'est très bien écrit, c'est très intelligent, etc. Il écrit à la page 338 de l'édition, vous pouvez avoir aussi la version sur Kindle. Je l'ai acheté hier, mais
je ne sais pas lire sur un ordinateur. Je suis démuni. Il me faut les papiers, il me faut les photocopies, il faut que je surligne. Bon. Donc, j'ai dans ma bibliothèque Kindle ce texte, mais je ne sais pas y accéder. Enfin, je sais le faire marcher, mais je n'arrive pas à lire, je comprends pas. Si je lis sur l'écran. Donc, voilà ce que on trouve à la page 338, puisque c'est pas la même pagination sur la tablette Kindle. Derrida écrit donc, à propos de ce texte, le bloc magique, Freud nous fait la scène de l'écriture. Et il nous précise quelle est cette scène, comme tous ceux qui écrivent. Et comme tous ceux qui savent lire, il a laissé la scène se dédoubler, se répéter et se dénoncer elle-même dans la scène. C'est donc à Freud que nous laisserons dire la scène qu'il nous a faite, à lui que nous emprunterons l'exergue caché qui en silence a surveillé notre écriture. La remarque a, me semble-t-il, une vraie pertinence. C'est toujours intéressant de voir comment un auteur, quand il écrit, nous fait la scène de l'écriture. Je pense qu'on doit pouvoir retrouver chez tous les grands écrivains le ou les scènes de l'écriture qu'ils nous font. Chez Genet, par exemple, que je connais un peu, en tout cas mieux que d'autres auteurs, la scène de l'écriture se déploie plusieurs fois, notamment lorsque, enfermé dans une prison à la suite de vol, il écrit sur du papier d'emballage rêche et il explique la matérialité de ce sur quoi il écrit, qui n'était en aucun cas destiné à écrire de la littérature ou des poèmes. Il y a d'autres lieux comme ça, d'autres textes qu'on peut repérer avec la scène de l'écriture, notamment une scène terrible, que mon ami Éric Marty a commenté de façon très, très puissante pour y lire l'antisémitisme de Genet, à savoir le moment où il y a Hitler, il caresse un chien, etc. Il y a un procès d'effacement qui opère, et que c'est ce que Genet écrit. Donc c'est dans Mémoire est bonne, vous trouvez c'est dans Pompe funèbre. Donc, il faut se dire qu'on peut trouver chez tout auteur, peut mériter le titre d'auteur, la scène de l'écriture. Ça peut se repérer, par exemple, chez Roland Barthes, quand il explique la lecture, là, Derrida dit non seulement tous ceux qui écrivent font la scène de l'écriture, ceux qui lisent, tous ceux qui savent écrire, qui savent lire aussi, font la scène de l'écriture ou essayent de la repérer. Et donc, il y a un dédoublement dans le texte. Il y a à la fois l'écriture et la scène de l'écriture par l'écriture elle-même. Et ce qu'essaye de faire Derrida dans son texte, c'est de repérer l'enjeu de la scène de l'écriture chez Freud pour que lui, Derrida, en tire des conséquences sur ce qu'il veut démontrer pour lui-même. Derrida n'est pas simplement un auteur qui commente les auteurs. Il a sa propre pensée, sa propre élaboration,
et il lit les auteurs pour que ça apporte de l'eau à son propre moulin de théoricien. Alors il y a un mot, bien évidemment, que Derrida repère chez Freud. Il semblerait que Derrida lise Freud en allemand. Tout au moins, fait référence à partir de la traduction française à la version allemande. Freud parle de le bloc magique, l'ardoise magique, comme d'une pièce, sur une pièce de monnaie, une pièce extraite et matérialisée, formant un appareil. Alors c'est intéressant parce que chez Lacan, on trouve une incise, j'y reviendrai à une autre occasion, je pense, il y a une opposition entre structure et appareil. La structure, c'est ce qu'on a dit, vous savez, cette opposition, dans son caractère purement différentiel, l'appareil comme une dimension de conduction, une dimension de support, une dimension de matérialité, et se rapproche l'appareil de la lettre. C'est un conducteur, l'appareil. Et la lettre, c'est un conducteur de jouissance. C'est pour ça que Lacan dira, dans Littérateur et dans la leçon consacrée dans son séminaire, que la lettre féminise, alors que le signifiant phallicise. Il y a un conducteur. Donc, ce qui intéresse Freud et qui intéresse Derrida chez Freud, c'est qu'il va insister sur cette pièce matérialisée du bloc magique. Du fait que, vous savez, vous écrivez, ensuite, il y a une sorte de... On a vu ça dans les années 60, ça devait être un peu plus perfectionné au niveau de l'appareillage en 1925 quand Freud écrit. Il y avait une sorte de plastique qui recouvrait une sorte de cire, etc. Et ensuite, si vous soulevez, à la fois ça s'écrit, si vous soulevez, évidemment, ça disparaît. Et donc, il y a des systèmes qui s'emboîtent dans l'appareil. Je vous laisse aller voir le texte, le lire, etc. Vous allez voir sur Internet ardoise magique, ou même sur YouTube, il y avoir un tuto qui vous explique comment construire une ardoise magique pour l'anniversaire des enfants, et comme ça on comprend comment ça marche. Bon, mais c'est l'idée qu'il y a des surfaces d'inscription qui se superposent. C'est ça qu'il faut savoir. Pour entendre, pas rentrer dans la description physico-chimique de l'opération. Il faut saisir que il y a la superposition d'écriture, des strates, si vous voulez. Et ça, bien sûr, ça intéressait Freud, puisqu'il en faisait une analogie, voire une métaphore de l'appareillage psychique dont il parle, système perception-conscience, système inconscient, comment ça s'inscrit, comment ça s'inscrit pas, comment ça se garde pas, etc. Formulations dans le projet qui ont fait délirer, vous le savez, entre guillemets, tous les neuroscientifiques, y compris un Nakache, professeur de neurologie à la Salpêtrière à Paris, qui veut croire que Freud est le Christophe Colomb des sciences cognitives. Justement, de par son projet. Enfin, il est vrai comme Christophe Colomb. Il comptait découvrir un continent, un pays, il en a découvert un autre. Il s'est trompé. Donc, superposition de surface. Il y a des écritures, il y a des inscriptions qui restent, qui fait que vous voyez, par exemple, vous pouvez écrire sur le bloc-notes ou l'ardoire magique, ne pas oublier d'aller acheter le livre. Et qu'ensuite, quand vous avez acheté le livre, vous soulevez, ça disparaît, et vous pouvez rajouter, ne pas oublier d'aller acheter le gâteau. Ainsi de suite.
Si vous voulez faire du bloc-notes, en quelque sorte, ce que vous mettez dans la cuisine pour ne pas oublier. Un pince, comment on appelle ça? Un pense-bête. On va moins insister sur le projet freudien qui est d'utiliser la façon dont fonctionne le bloc-notes pour penser le système perception-conscience. On va plutôt insister sur l'histoire des superpositions d'écriture et comment cela, ça fascine Derrida, même s'il s'interroge aussi sur comment peut-on situer système perception-conscience dans sa distinction avec le système inconscient. Par exemple, vous avez une phrase que Freud utilise et que Derrida reprend, c'est, moi j'ai connu avec le plastique, que là c'était du celluloïde, et c'est l'idée, je vous cite Freud, la feuille de celluloïde sur laquelle vous écrivez, est donc un voile protecteur pour le papier de cire. Ça, donc, ça permet des inscriptions, des marquages. Et Derrida dit, il faut rendre compte de l'écriture, donc là, l'écriture dans sa matérialité même, il faut rendre compte de l'écriture comme trace, dans la page 331, survivant au présent de la griffe et survivant à la ponctualité. Et il dit ensuite, il commente Freud, il dit la chose suivante, il faut penser dans la chaîne des signes que l'écriture est l'interruption et le rétablissement du contact entre les diverses profondeurs des couches psychiques, et il ajoute l'étoffe temporelle si hétérogène du travail psychique lui-même. Alors, pourquoi je cite cette référence? Bien sûr, le texte de Derrida est autrement plus complexe, autrement plus brillant que je ne vous le dis. Vous pourrez commenter. Mais ce qu'il ajoute, qui est du Derrida, alors même qu'il prétend que c'est du Freud, page 334, la scène du rêve, voilà où il fallait en venir. Le rêve ne pense pas. Lacan est d'accord, même si on a dit que Lacan, lui, disait que le rêve pense. C'est une erreur, pas du tout. C'est vrai qu'il a besoin de la lettre. Donc Derrida écrit, la scène du rêve suit des frayages anciens. Et elle est une scène d'écriture. C'est la reprise, au fond, de la phrase de Freud dans un autre contexte, lorsqu'il dit que le rêve est un rébut, est une écriture. Et que là, cette matérialité de l'écriture, comme inscription, comme trace, comme griffe, comme incision, etc., les graveurs auraient des termes fort appropriés pour parler de cette opération. Là, Derrida y voit la scène même du rêve comme écriture. Le rêve est une scène d'écriture, ce n'est pas une pensée, c'est une scène d'écriture sous forme de traces, sous forme d'inscription, sous forme de griffure, et même il ajoute cheminement, métaphore du chemin, de la trace, du frayage, de la marche piétinant une voie ouverte par réfraction. Et il ajoute, là c'est la référence à l'esquisse,
le projet, à travers le neurone, la lumière ou la cire, le bois ou la résine, pour s'inscrire violemment dans une nature, une matière, une matrice continue, suivant la référence infatigable à une pointe sèche et à une écriture sans encre, en suivant l'inventivité inlassable et le renouvellement onirique des modèles mécaniques, cette métonymie indéfiniment au travail sur la même métaphore, substituant, tenez-vous bien, c'est du Derrida, c'est à la fois très fort, très intelligent, mais ce n'est pas du Lacan, substituant obstinément les traces aux traces et les machines aux machines, nous demandions ce que faisait Freud. Nous disons tout ça. Eh bien, la thèse de Lacan, c'est pas celle-là. C'est pas en substituant des traces aux traces ou des machines aux machines. C'est qu'il y a une antériorité du signifiant. Qu'il y a d'abord le signifiant, différentiel, oppositionnel, qui, lorsqu'ensuite trouve sa localisation, l'articulation SE1, SE2, le signifiant purement différentiel. Comme quand je dis pop, pipe, pape, qui sont des systèmes différentiels, et vous entendez trois termes qui, pour ceux qui connaissent le français, désignent, ça c'est le signifié, trois concepts, comme aurait dit Saussure, différents, eh bien, c'est des oppositions phonématiques, eh bien, la lettre, elle procède de la cassure de ce lien SE1, SE2, et que les débris de cette cassure s'inscrivent, se territorialisent, réseau, y compris rhizomatique, conduction, on verra après chez Lacan de jouissance, etc. Mais que la lettre, elle n'est jamais première et elle procède toujours de cette cassure, de cette rupture, de ce qui en quelque sorte est déjà là, l'ode grand A, l'ode du signifiant. Si on saisit ça, on avance. Parce qu'on voit que dans la préface, elle a une actualité incroyable, puisque Derrida, dans ses années 70, c'est le penseur qui vient de publier plusieurs livres, et qui pense dans la pensée, et à juste titre, pas enlever à Derrida son mérite. Mais que Lacan nous dit, sans le citer, c'est une lecture fautive. Certains peuvent la trouver formidable, géniale, la lecture de Derrida. Peu importe. Il ne s'agit pas de dévaloriser Derrida, ça serait stupide. Mais de voir que ce n'est pas la thèse de Lacan. Que ce n'est pas la thèse de Lacan. Et que la thèse de Lacan, c'est ce qu'il dit dans sa fameuse phrase, le support textuel, c'est ce que j'appelle l'instance de la lettre. Avant toute grammatologie. Et que justement, tout le travail de l'instance de la lettre, c'est de démontrer, c'était quand même 12 ans avant, que la lettre procède du signifiant. Que c'est la localisation du signifiant, mais qu'il y a d'abord le signifiant qui se localise. Et ensuite, je ne vais pas commenter la suite parce qu'au fond, il répète un peu ce que je viens de vous dire, il répète des définitions que vous connaissez, un signifiant et ce qui représente un sujet pour un autre signifiant, etc. Mais ce qu'il nous dit de très important, c'est que l'effet du signifiant, ça peut être la lettre si justement le signifiant est cassé, brisé. Donc on en finit avec le système
et la structure oppositionnelle, que l'effet du signifiant ne répond nullement au signifié, comme on aurait pu le croire, y compris en lisant Saussure, mais bel et bien au sujet. Donc nous arrivons à un trinôme à la fin, signifiant, en quelque sorte, là où le structuralisme règne en maître et à juste titre. Mais Lacan ajoute, d'accord, mais le structuralisme a son point d'impasse dans le fait que s'il prend le discours comme structure d'opposition, en quelque sorte, il anoublie, et c'est la psychanalyse qui le lui rappelle, il n'y a pas d'univers de discours, grand tabaret. Donc, le signifiant, la lettre, L-E-T-R-E, c'est-à-dire le signifiant localisé, conducteur de jouissance, dira-t-il plus tard, et le sujet, les effets de sujet. Le sujet qui ne se saisit que comme effet, puisqu'autrement, ça voudrait dire que vous lui donnez une consistance d'être, qui est une contradiction dans les termes, puisque le sujet n'a pas de consistance d'être, puisqu'il n'est que l'effet de la paire signifiante. Voilà, me semble-t-il, ce que, en 1969, Lacan écrit, qui sera publié en 1970 et qui sera dans les mains des, entre guillemets, grosso modo, des étudiants qui ne peuvent pas se payer les gros livres de 1000 pages, mais qui peuvent acheter des livres de poche ou, pourquoi pas, les voler dans les librairies du quartier latin comme cela se faisait à l'époque. Et ce qu'il leur dit à ceux-là, à ces lecteurs-là, en plus dans des éditions, quand vous les ouvrez, les feuilles partent dans tous les sens. Ce n'est pas cousu. C'est collé. Donc, les exemplaires de l'époque, au bout de 1 heure de lecture, vous aviez les feuilles séparées. Peu importe. Ce qu'il leur dit, c'est au fond, apprenez à lire, mais évitez de croire que la lettre préexiste, la trace préexiste, la marque préexiste, l'inscription préexiste, et qu'ensuite le signifiant en ferait récit. C'est la scène de l'écriture. La scène de l'écriture, c'est l'opération d'inscription et d'écriture, et ensuite, pour, en quelque sorte, valoriser tout ça, introduire tout ça dans un récit qui lui procède du signifiant. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Ce que je dois préciser, je m'en aperçois, c'est que j'ai un inconscient. La personne qui généralement jeune brésilienne fort sympathique qui s'occupe, et par ailleurs psychologue qui fait une thèse, Paris 8 s'occupe d'enregistrer, et moi, j'ai oublié d'enregistrer ce que je viens de vous dire. Conclusion, personne n'aura de traces si ce n'est vos oreilles et les miennes pour ce que j'ai dit ce soir. J'avais prévu bien sûr, mais je l'ai oublié. Vous voyez que ce n'est pas sans rapport avec la trace. Il n'y aura pas de trace sonore, tout au moins. Il n'y aura que notre mémoire. En quelque sorte, sans le savoir, je vous ai fait la scène de l'écriture. Conclusion, bien malin, qui croit être le maître de son inconscient, c'est toujours lui qui a le dernier mot. C'est pour ça que généralement, je passe par Isabella ou quelqu'un d'autre, parce que leur inconscience, c'est pas le mien. Voilà. Bonsoir, à bientôt, et merci d'avoir